Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. L'anguille, c'est ainsi que l'on surnommait, que ses amis surnommaient affectueusement Thierry Molnier. Peut-être était-ce en raison de sa silhouette filiforme de sportif, peut-être était-ce en raison de sa capacité à se faufiler dans l'histoire du XXe siècle. Quoi qu'il en soit, Thierry Molnier, précisément, a vécu de 1909 à 1988 toutes les grandes aventures intellectuelles politique du XXe siècle. Il fut un grand journaliste, il fut un grand critique littéraire, un grand essayiste, un grand dramaturge également, ce que l'on oublie parfois. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, un historien, Olivier Dard, bienvenue à vous. Bonjour. Olivier Dard, vous êtes historien, vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des idées politiques. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, de très nombreux articles, n'en parlons pas. Parmi vos ouvrages, je signalerai votre biographie de Charles Maurras aux éditions Armand Collin, qui a été rééditée en collection de poche et qui le sera très prochainement à nouveau en 2023. Je signale également votre biographie de Bertrand de Jouvenel, parue elle aux éditions Perrin. Pour le sujet, pour le personnage qui nous importe aujourd'hui de manière plus précise, je signalerai votre rendez-vous manqué, les rendez-vous manqués des relèves des années 30 aux presses universitaires de France, et également votre préface très éclairante à un ouvrage de Paul Ceran intitulé « Les dissidents de l'Action française » qui avait été réédité par Pierre-Guillaume Deroux, ouvrage consacré à un certain nombre de grandes figures de la pensée des années 30 en particulier, et au-delà, enfin des années 20 aux années d'après-guerre, et un chapitre avait été consacré par Paul Ceran à Thierry Molnier. Alors, vous connaissez très bien, bien sûr, Olivier Dard, ce climat intellectuel, politique des années 30. Thierry Molnier en est un pilier. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, brosser à très grands traits, évidemment, la manière dont le jeune Molnier, peut-être le normalien déjà, puisque c'est un garçon bien sûr très, très brillant, comment le jeune Molnier aborde ces années normaliennes et en particulier sur le terrain politique qui va très tôt le mobiliser et le requérir? Alors, merci beaucoup d'abord de votre invitation. C'est une excellente idée de reparler de Thierry Molnier. Thierry Molnier, de son vrai nom, s'appelle Talagrand. Ouais. Thierry Molnier est un nom de plume qu'il adopte d'ailleurs très vite, en 1931. Alors Thierry Molnier, vous l'avez dit, est né en 1909. Il fait une pocagne à Louis-le-Grand, et c'est là où d'ailleurs il va rencontrer un certain nombre de jeunes gens qui vont devenir des amis et des amis durables, en particulier le jeune Robert Brasillac, dont on reparlera, j'imagine, par la suite, et Thierry Molnier, donc le jeune Talagrand, ouais. Dans cette atmosphère de Louis-le-Grand qui le conduit ensuite à Normal Sup, va effectivement se politiser assez jeune du côté de l'Action française. Et je préciserai que dans le cas de Thierry Molnier, on sait avec certitude qu'il a été ligueur. J'avais dirigé une très bonne thèse de Ludovic Morel, une thèse qui malheureusement n'a pas été publiée, sur donc l'itinéraire politique, intellectuel de Thierry Molnier, et il avait retrouvé la carte d'adhérent, de ligueur de Thierry Molnier, qui d'ailleurs participait aussi au combat de rue de l'Action française. Donc c'est vraiment un militant, et il le prouve, j'allais dire, en 1931. Donc il a à ce moment-là 22 ans. Lorsque, à la suite de problèmes qui se développent, comme d'ailleurs régulièrement l'Action française, la direction de l'étudiant français, qui est l'organe des étudiants d'AF depuis longtemps, cet organe des étudiants d'Action française, eh bien, se retrouve privé de direction, et le numéro doit paraître, et Thierry Molnier, avec donc la jeune équipe dont je parlais, prend les choses en main, et cette entrée dans ce monde de l'écriture, de la politique et de l'Action française, ce matériel, et du journalisme, bien sûr,
se matérialise donc dès 1931. Et nous avons donc un jeune homme de 22 ans qui est déjà prometteur. Pour quelle raison choisit-il cette orientation d'Action française? Y a-t-il une tradition familiale? Est-ce dû précisément à ces amitiés d'Hippocagne, de Cagne et normalienne ensuite? Quel est le tropisme de Maulnier, de Talagrand? Qu'est-ce qui le pousse vers la famille, non. En revanche, sans doute des rencontres, effectivement, mais également chez lui, ce qui est très important, une attirance esthétique pour le classicisme, pour l'écriture de Maurras, pour les goûts littéraires de Maurras. Je rappelle que Maulnier, parmi les intellectuels de ce qu'on appelait la jeune droite des années 30, est celui que beaucoup destinaient à être le successeur de Maurras. Bien avant qu'on parle de Pierre Boutan, etc., Thierry Maulnier était considéré comme le successeur possible de Maurras. Et Thierry Maulnier, à l'instar de son maître d'ailleurs, mélange à la fois esthétique, politique, et dans le portrait que vous brossiez de Thierry Maulnier, hein, la dimension de critique littéraire est un élément tout à fait important le concernant. Et justement, c'est très curieux parce qu'on sait que Maurras, pour partie, vient à la politique à partir du classicisme français, précisément. C'est-à-dire que Maurras va trouver dans le XVIIe siècle français, une apogée de la civilisation française, de la littérature et de la pensée française. Et donc c'est aussi à partir de cette esthétique classique que Maurras va développer une pensée politique classique qui, à ses yeux, va déboucher sur la monarchie. Maulnier, vous le soulignez, est également, on va en reparler bien sûr, un grand admirateur du XVIIe siècle français, singulièrement de Racine, mais vous avez prononcé ce mot-clé de jeune droite. Alors il faut sans doute, Olivier Dard, dire un mot, et peut-être même plus d'un, sur ces années 30 qui sont très riches intellectuellement, et sur ces différentes catégorisations de jeunes intellectuels très libres, certes, pour beaucoup, qui ont pour Maurras beaucoup de respect et d'admiration, mais qui vont se diviser en différentes écoles, différents organes de presse. Est-ce que la jeune droite, c'est quoi ? Alors la jeune droite, c'est quoi? C'est une question importante parce que pendant très longtemps, et je pense en particulier au livre qui reste d'ailleurs important, de Jean-Louis Doubet-Delbel, les non-conformistes des années 30, au fond, Jean-Louis Doubet-Delbel distinguait dans ce qu'il appelait, après d'autres, les non-conformistes des années 30, trois familles. On trouvait la jeune droite, je vais revenir sur elle dans un instant. L'ordre nouveau, dominé notamment par les figures de Robert Aron, Arnaud Dandieu, Denis de Rougemont, Alexandre Marc, et puis, troisième volet, la revue Esprit, autour d'Emmanuel Mounier, de Georges Isard, etc. Alors, cette jeune droite des années 30, c'est celle que va rencontrer Maulnier. Oui. Je vais y revenir dans un instant. Oui. Mais je voudrais insister quand même sur un point. C'est que la question de la jeune droite précède très probablement les années 30 elles-mêmes, puisque on constate à la fin des années 20 l'existence d'une jeune droite catholique, dans la deuxième moitié des années 20. Une jeune droite catholique issue, elle aussi, de l'Action française ou des périphéries de l'Action française, avec un certain nombre de gens qui vont jouer aussi un rôle dans l'histoire de la jeune droite des années 30. J'en citerai au moins trois. Jean de Fabrègue, qui, dans les années 20, est un tout jeune garçon, mais qui est déjà à la fois admirateur de Maurras, dont il fut le secrétaire, et en même temps catholique très engagé. Jean-Pierre Maxence, qui, par la suite, fut l'auteur d'un très bel ouvrage autobiographique qui s'appelle L'histoire de 10 ans, publié en 1937, et également le frère de Jean-Pierre Maxence, Robert Francis, en réalité Maxence et Francis sont des pseudonymes d'une famille qui s'appelait les Gonnet. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que vous avez dans la deuxième moitié des années 20, une jeune droite catholique en germe qui va jouer un rôle très important en organisant déjà un certain nombre de revues. C'est
c'est les cahiers de Maxence. Hein. Ouais. La référence à Peggy est évidemment essentielle. Et puis Maxence va prendre en charge la revue française, une vieille revue. Et je dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que Molnier, quand il arrive à 22 ans, avec le jeune Brasillac, etc., va être pris en charge, en quelque sorte, par ces jeunes aînés, si je puis dire, qui vont les introduire dans leur propre publication. Donc la revue française, la revue... ensuite, les revues de Fabrègue, etc. Et de ce point de vue, et ce que vous disiez à propos de Maurras est extrêmement important, c'est que d'un côté, vous avez un certain nombre de personnalités qui ont été, à un moment ou à un autre, des Maurassiens, j'allais dire, encartés. C'est le cas d'un Fabrègue, c'est le cas d'un Molnier. Vous en avez d'autres, comme Maxence, qui n'ont jamais été directement liés à l'Action française, mais qui ont été, comme l'explique d'ailleurs très bien Maxence dans son histoire de 10 ans, marqués au fer rouge par la pensée de Maurras. Et c'est tout cet amalgame qui nous amène à cette jeune droite des années 30, une jeune droite des années 30 qui par la suite alors va évoluer, se ramifier entre plusieurs sensibilités. C'est l'histoire d'une succession de revues, je ne vais pas forcément toutes les passer en revue, si vous me permettez cette répétition, mais Molnier va, au fur et à mesure, s'imposer comme une des figures marquantes de cette jeune droite des années 30, en incarnant son engagement dans la revue qui est sans doute la plus emblématique pour ce qui le concerne, qui est la revue Combat. Oui. Mais alors, c'est assez curieux parce que cette jeune droite, disons cette très jeune droite, celle de la fin des années 20, vous l'avez dit, Olivier Dard, est donc marquée par l'enseignement de Charles Maurras, l'Action française, et un catholicisme de combat, disons. Molnier, d'un point de vue spirituel, n'est pas un catholique, enfin, il est de tradition catholique familialement, mais ce n'est pas il a un souci spirituel, hein, on saura ramener, et peut-être même un souci peut-être presque aussi métaphysique également, ce serait peut-être plus exact de le qualifier, mais lui n'inscrit pas son combat dans une dimension confessionnelle en tout cas. Tout à fait, et il est de ce point de vue-là très comparable à Brasillac et à un certain nombre d'autres. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs que cette jeune droite des années 30 s'accommode finalement assez bien des conséquences de la condamnation de l'Action française de 26. Parce que la condamnation de l'Action française de 26 a posé, et vous le savez bien, des problèmes... une crise terrible. Une crise terrible. Pour ces catholiques maurassiens, y compris les jeunes, qui ont choisi, pour certains, mais pas tous, hein, choisi pour certains de rester fidèles au maître. C'est le cas de Fabrègue. Ce fut le cas aussi, à ce moment-là, de Bernanos. Bernanos a un parcours encore un peu différent, mais d'autres qui étaient des figures de cette jeune droite catholique. Maurice de Landillac, par exemple, lui a suivi l'enseignement de Maritain et a rompu à ce moment-là avec Maurras, ce qui ne va pas l'empêcher à la fin des années 30 de rejoindre son ami Fabrègue dans une revue qui s'appelle Civilisation. Car ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a cette dimension religieuse, mais il y a aussi ce rapport à Maurras qui, au début des années 30, marque une différence entre un Fabrègue et les Molnier et Brasillac, qui tient au fait que Fabrègue, qui avait suivi Maurras après 1926, va rompre finalement avec le maître, dont il avait été le secrétaire, pour finalement voler de ses propres ailes, et Maurras retrouve de plus jeunes disciples. Toute l'histoire de l'Action française, vous parliez des dissidents de l'Action française de Paul Ceran, toute l'histoire de l'Action française, c'est aussi l'histoire de ces dissidences, alors plus ou moins marquées, mais dissidences qui d'ailleurs sont toujours des dissidences articulées autour d'un homme. C'est pour ça que le terme, évidemment, quand on pense aux dissidents, et au moment surtout où ce livre est publié, en 78, on pense évidemment aux dissidents communistes, mais il y a une différence absolument fondamentale, c'est que chez les communistes, la dissidence, c'est la dissidence par rapport au parti. Il n'y a pas l'Action française de sacralisation de l'organisation, de la Ligue, pas du tout. Il y a en revanche un attachement et ensuite un déchirement
par rapport à un homme qui est le maître à penser de tous ces jeunes gens. Tout à fait. Vous avez évoqué la revue Combat, et effectivement, Thierry Molnier, bien sûr, a été un homme de plume au sens du journalisme. Il y a un journal qui a énormément compté, outre le prestige de Combat, bien sûr, mais dans la vie, dans l'étape, dans l'itinéraire, dans les étapes de la vie de Molnier, c'est l'Insurgé. Oui. Ça me paraît également très important parce que dans ce panorama, dans ce kaléidoscope des grands esprits des années 30, où les choses sont très complexes, on vient de le voir pour la question religieuse, la question spirituelle, la question politique, l'insurgé, le nom même de l'insurgé, rappelle évidemment forcément un grand roman de Jules Vallès sur la Commune de Paris. Je veux dire par là que pour explorer ce courant de la jeune droite et ces courants des années 30, il faut aussi sans doute bien comprendre que Molnier est un antilibéral à ce moment-là, qui lit Proudhon, qui lit Marx, il le lira même bien plus tard, qui lit Georges Sorel, qui lit Édouard Berthe, c'est-à-dire qu'il lit tous les grands, ce qui paraît aujourd'hui un peu étrange, mais qui est parfaitement cohérent, mais qui lit tous les grands penseurs du socialisme français en particulier, mais pas seulement. Autrement dit, cette nouvelle droite, ce courant, alors seriez-vous d'accord pour parler ou non de nationalisme révolutionnaire, a aussi un versant très antilibéral, très antidémocrate, très anticapitaliste. Et Molnier se situe dans cette perspective-là. Que pourriez... D'abord, est-ce une description qui vous paraît exacte? Et si oui, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces rencontres un peu étranges pour nous aujourd'hui? Alors, tout à fait d'accord pour avaliser, si je puis dire, ce que vous venez de dire. Effectivement, à propos de l'Insurgé, qui est un hebdomadaire, souvent d'ailleurs très polémique, oui, très hostile au Front populaire. Ça dure un an, voilà. Hein, on est vraiment 36-37, ça dure un an, très hostile au Front populaire, très pamphlétaire, et je dirais que l'Insurgé, c'est la période la plus radicale de l'itinéraire de Thierry Molnier, et que s'il est question de réfléchir à la question d'une attraction chez Molnier, une attraction fasciste chez Molnier, l'Insurgé est assurément le moment le plus intéressant. Que pensez-vous précisément, Olivier Dard, de cette attraction fasciste? A-t-elle existé? Dans quelle mesure? Et parce que ça ne va peut-être pas de soi. On peut en parler véritablement, d'après vous? On peut utiliser ce terme-là? Alors, vous savez que le débat sur le fascisme français, il faudrait consacrer plus même d'une émission là-dessus. Oui, non. Chez Molnier, je crois que l'interprétation la plus intéressante, c'est effectivement de repartir de cette question du nationalisme révolutionnaire. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, sauf qu'en réalité, Molnier est en train de faire un parcours sans qu'il s'en rende forcément compte, et ça c'est quand même fascinant, ou au moins ce n'est jamais explicitement dit, qui n'est pas sans rappeler le parcours de celui qui fut le premier fasciste français, c'est-à-dire Georges Valois. Oui. Parce que relire Proudhon, relire Édouard Berthe, relire Georges Sorel, ça nous ramène à l'action française d'avant 1914. Et ça nous ramène au cercle Proudhon, bien sûr, et donc ça nous ramène à Georges Valois. Et de ce point de vue, Molnier y rajoute des références à Marx, car Molnier, de ce point de vue, il est intéressant parce que il ne se contente pas d'un anticommunisme qui serait un anticommunisme uniquement d'attitude. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre ce qu'est véritablement la pensée de Marx. Et Molnier est à ce moment-là en train de faire exactement ce que font d'un autre côté des jeunes marxistes qui décident, au-delà eux aussi d'un certain nombre d'attitudes, de véritablement se familiariser avec la pensée de Marx et avec la pensée d'auteurs marxistes, dont je rappellerai qu'à l'époque, on est dans les années 30, hein, ils sont loin d'être tous traduits en français. Hein, donc de ce point de vue, c'est un élément tout à fait important. Alors, le concernant, effectivement, vous avez employé le terme, Molnier est un antilibéral, est un anticapitaliste, qui s'intéresse d'ailleurs de très près à la façon dont on pourrait répondre
à la question sociale posée par la crise des années 30, ce qui explique aussi chez lui une certaine attraction pour toutes les théories corporatistes, en sortant, pardon, là aussi, de discours convenus, mais en essayant d'ouvrir un certain nombre de pistes. Et il y a un livre de ce point de vue qui est extrêmement intéressant, qui s'intitule « Demain la France », qu'il a publié avec Jean-Pierre Maxence, Robert Francis, et lui-même, bien sûr, Demain la France, qui se veut un véritable programme de relèvement du pays. À ce moment-là, on est au milieu des années 30. Et cet anticapitalisme de Molnier, avec notamment donc la parution de l'Insurgé, c'est un temps fort parce que ce temps fort va profondément mécontenter Maurras. Maurras ne comprend pas cet anticapitalisme. Il va d'ailleurs même demander à Massy, à un moment, Henri Massy, qui est entre Maurras et cette jeune génération donc de Molnier, Brasillac et autres, finalement une sorte un peu de tampon, de grand frère. Il va demander à Massy, donc disciple fidèle, l'homme de la défense de l'Occident, d'aller parler à ces jeunes gens, de leur dire que cet anticapitalisme est tout à fait dangereux. Il a d'ailleurs écrit à Molnier, Maurras, pour se plaindre, en lui disant « Vous êtes en train de dénoncer la fortune privée, vous êtes en train d'amener l'étatisme, etc., etc. » Maurras, effectivement, ne comprend pas ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer aussi, vous l'avez dit, dans l'Insurgé, et c'est pour ça qu'il me paraît important de s'y attarder, où signent d'ailleurs des gens comme Maurice Blanchot. On a beaucoup oublié cela, hein, mais Blanchot est particulièrement virulent. Il est très virulent. C'est un des plus radicaux parmi les radicaux. Cette radicalité de Molnier, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que c'est y compris d'ailleurs une radicalité de style, enfin, et puis bien sûr d'engagement. Pour quelle raison va-t-il, en accentuant en quelque sorte son engagement politique et ses visions politiques, ses analyses? Alors, il y a chez lui des qualités de plume, des qualités de pamphlétaire, c'est certain, mais il y a aussi tout le poids d'un contexte. Car, comprenons-nous bien, la situation de la France de 1931, lorsqu'il prend en main l'étudiant français et celle où il est à la tête de l'insurgé, en 36-37, est tout à fait différente. En 1931, lui et d'ailleurs Robert Brasillac se préoccupent de ce qu'ils appellent la fin de l'après-guerre, et ils sont à ce moment-là extrêmement soucieux de réfléchir à la façon dont il faudrait redéfinir le rôle de l'écrivain dans la cité et en finir avec ce qu'ils appellent, enfin ce qu'on appelait à l'époque tout le courant de l'inquiétude. Je dirais que la politique évidemment n'est jamais loin, mais elle n'est pas forcément aussi centrale qu'elle va l'être par la suite, car par la suite, deux événements évidemment scandent la période, le 6 février 1934 et ses suites, avec les déceptions qu'occasionne le 6 février 1934 chez un certain nombre de ligueurs qui trouvent que finalement ce 6 février 1934, la gauche y a vu une tentative de coup d'État fasciste, il y a vu un énorme pouvoir des ligues. Quand on regarde les choses de près, on se rend compte, ou on peut parfaitement comprendre que malgré la satisfaction mise en avant par Maurice Pujoult en disant « nous avons évité un piège dans lequel on voulait nous faire tomber, etc. etc. », en réalité, les ligues sont sans doute à l'acmé de leur influence en 1934, mais quelque part, finalement, elles manquent leur rendez-vous avec l'histoire et de toute façon la place de la Concorde et l'émeute est quelque chose qui leur échappe. Je rappelle qu'elles sont rive gauche quand ça se passe à la Concorde, donc là attention. Et quand on parle des morts de l'Action française au soir du 6 février, ce ne sont pas du tout des militants majeurs, ni ceux d'ailleurs des Jeunesses patriotes, donc tout ça ces militants le savent parfaitement. Et puis deuxième élément, il y a une cristallisation qui s'opère contre l'avènement du Front populaire et aussi, disons-le, contre la figure de Léon Blum, avec tout ce que ça recouvre, antisémitisme compris. Je veux dire que tout ça nous montre qu'il y a véritablement entre, si vous voulez, le début des années 30 et le moment où paraît l'insurgé, une cristallisation, une radicalisation dont Molnier, finalement,
suit en quelque sorte le courant. Oui, qu'il accompagne. Hein, il l'accompagne, mais il l'accompagne en étant lui-même un acteur. Mais ce qui est intéressant le concernant, c'est que ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que Maulnier finalement est particulièrement radical, virulent au moment de l'insurgé, et le même Maulnier ne va pas suivre l'équipe de Je suis partout, qui sont ses amis. Voilà, qui sont ses amis. Je ne parle même pas de Je suis partout de la guerre. Je parle de Je suis partout de l'avant-guerre. Et Je suis partout est en train d'entamer un processus de radicalisation, mais qui va se développer en particulier après Munich et évidemment jusqu'en 40 et au-delà. Et Maulnier, finalement, après 1937, se retrouve quelque part dans une situation davantage de retrait. Alors, c'est intéressant de souligner aussi qu'il participe, ce qu'on oublie parfois, de toute l'aventure du Courrier Royal et du Comte de Paris. Maulnier, on parlait du fascisme tout à l'heure, Maulnier reste un monarchiste. Maulnier reste un monarchiste, donc il participe à l'aventure du Courrier Royal, et qui est l'organe du Comte de Paris. Et dans le Courrier Royal, ce qui l'intéresse en particulier, c'est toute la question économique et sociale, toute la question du corporatisme. Voilà. Toujours la question intégrer le peuple ouvrier et intégrer les humbles à la nation. Hein. Oui, c'est-à-dire ne pas les maintenir à l'extérieur. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, l'action française, disons depuis Valois, hein, bon, il y avait Firmin Macognier bien sûr, mais se préoccupait finalement assez peu d'économie, de social. Maulnier, qui est évidemment bien davantage tourné vers la lecture de Racine que vers les spécialistes d'économie politique, a en même temps, et par rapport à d'autres, une fibre économique et sociale un peu plus poussée que ses autres amis. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et puis, autre élément important, c'est que Maulnier va là aussi, à la veille de la guerre, progressivement Alors, on manque d'ailleurs sans doute d'éléments de correspondance privée, etc., pour véritablement l'argumenter, mais va montrer quand même, par rapport à la montée en puissance des totalitarismes, y compris fascistes et a fortiori nazis, bien sûr, une certaine distance. Vous avez parlé de retrait, c'est le terme. Une certaine distance. Et là, il y a un élément très intéressant, c'est un jeune Québécois qui vient, on est à la veille de la guerre, du Pédado, qui vient en France, donc centre de jeunes Québécois viennent, ça se pratique, on disait d'ailleurs à l'époque canadien-français, hein, le terme est beaucoup plus adapté. Il vient voir ce qui se passe du côté de la vieille Europe et notamment de la France, et il rencontre Thierry Maulnier. Et j'avais retrouvé son texte donc en travaillant au Canada. Et il raconte sa rencontre avec Maulnier. Et ce jeune homme lui parle de la question de l'action, etc. Et on sent un Maulnier extrêmement prudent, extrêmement prudent, qui ne s'emballe pas, alors qu'effectivement ses amis, on se rappellera, alors c'était pas un de ses grands amis, Lucien Robatet, mais on se rappellera quand même la fameuse formule de Lucien Robatet dans Les Décombres, que vienne enfin le temps de l'action. Voilà. Et Robatet stigmatisant l'inaction française. Stigmatisant l'inaction française. Voilà. Problème qui, pour Maulnier, n'est pas au cœur des préoccupations. La question du rapport à l'action n'est pas au cœur véritablement de ses préoccupations, en particulier dans la deuxième moitié des années 30 ou de moins, à la veille de la guerre. Voilà, ce qui explique aussi largement, vous pourrez peut-être en dire un mot, de la manière dont il a traversé précisément les années d'occupation et la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, je profite de ce que vous disiez à propos de ce retrait et de cette distance de Thierry Maulnier pour ouvrir une parenthèse qui n'en est pas une au fond, mais c'est sur le Maulnier précisément plus contemplatif. Vous avez bien mis en évidence, bien sûr, ce Maulnier homme d'action, ce Maulnier ligueur, disons, le Maulnier des prises de position politiques radicales. Il y a aussi un autre Maulnier, bien sûr, qui est le Maulnier, le littéraire, pourrait-on dire, l'écrivain au sens large, le grand lecteur, le grand critique littéraire qu'il sera, le grand lecteur de Racine, le grand lecteur de Descartes, le grand lecteur de la poésie française du XVIe siècle, en particulier. Il a publié une très belle anthologie, le choix de textes et de Dominique Horry,
Pauline Réage, aux éditions Gallimard, un choix de poèmes français, et lui les a présentés dans une introduction très substantielle d'une centaine de pages, insistant précisément sur la grandeur de Maurice Sèvres, de l'école lyonnaise, Louise Labbé, Pernette du Guillet, enfin bon. Donc, il y a aussi ce versant-là du normalien, c'est-à-dire l'homme de lettres, entre guillemets, le lecteur, le grand amoureux, et on rejoint ce que vous disiez au tout début de votre intervention, le grand amoureux de la langue française et de la langue française classique et du XVIIe siècle français, c'est-à-dire ce grand raffiné de l'esprit aussi, qu'a été Molnier, ce grand styliste, parce que il y a certes son Racine, qui est tout à fait admirable, il y a aussi son Nietzsche. Hein, lui a été, là encore, c'est très révélateur du personnage. Hein. Nous avons le Molnier maurassien, proudhonien, sorélien, si l'on veut, ou valoisien. Nous avons le Molnier très classique, très français, et puis nous avons le Molnier qui va aller voir Nietzsche, qui va lire Nietzsche de près, et qui écrira un très bel essai, d'ailleurs admirablement écrit. Oui. Mais il a écrit vite, hein, d'ailleurs, s'il avait besoin d'argent, s'il avait bien dit à sa mère, il se lance là-dedans, voilà. Voilà, sa mère avec laquelle il est d'ailleurs très lié, il correspondra, hein, quasiment tout le temps avec sa mère. Hein. Mais là aussi, est-ce qu'on peut parler, c'est excessif sans doute de parler de Molnier, parce que voilà, sa personnalité est unifiée, mais enfin, qu'est-ce qui peut faire le lien, par exemple, entre cette admiration pour Racine, cette admiration pour Nietzsche, c'est simplement une grande liberté d'esprit, ou ce qui est tout à fait évidemment une condition évidemment qui peut être tout à fait recevable. Est-ce que ce n'est pas aussi, et j'en viens à ce que j'avais un peu abordé précédemment, est-ce que ce n'est pas parce que précisément aussi il est en quête d'une forme de révolution spirituelle? Est-ce qu'il n'est pas animé, vous avez employé ce terme d'ailleurs d'inquiétude? Quelle est la part de l'inquiétude spirituelle, métaphysique de Thierry Molnier, et comment se manifeste-t-elle, pour le coup, hors du domaine politique, ce qui justifie aussi peut-être son retrait et cette distance? Quel est ce Molnier plus philosophe et plus contemplatif? Alors, je souscris tout à fait à ce que vous dites, en ce sens qu'effectivement, comme d'ailleurs beaucoup de la jeune droite, mais lui tout particulièrement, Molnier ne peut pas se réduire aux politiques. Ouais. Alors, en disant cela, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y aurait effectivement un Molnier littéraire et un Molnier politique. Il y en aurait un qui serait comme ci et l'autre qui serait comme ça. Il n'en demeure pas moins que, on l'a dit au départ, la distinction politique-esthétique chez un homme comme Molnier, comme chez Maurras, elle a très rapidement ses limites, dans la mesure où, on connaît la formule de Maurras, ce sont les lettres qui nous ont amenés à la politique, hein, c'est quand les Français ne savaient pas. Chez Molnier, c'est quelque chose de très comparable. J'ajouterais, et ça je pense que c'est fondamental, qu'il y a chez lui une appétence profonde pour les lettres, c'est incontestable. Il y a aussi une qualité de critique qui lui est reconnue jeune, et de ce point de vue, il est intéressant, on parle de l'insurgé, on parle de combat, mais l'insurgé n'est pas un organe, si vous voulez, qui pèse véritablement dans la politique française de l'entre-deux-guerres. En revanche, les critiques littéraires que peut publier Molnier, elles commencent à être, comme celle de Brasillac d'ailleurs, les critiques de théâtre, surtout chez Brasillac, commencent à être connues, reprises, commentées, et Molnier, par ailleurs, est un connaisseur extrêmement fin d'auteurs classiques, et en particulier son Racine, peut-être plus encore que le Corneille de Brasillac, est un livre qui est un livre absolument essentiel. Et vous parliez effectivement de son anthologie de la poésie française. Elle est d'autant plus intéressante que Molnier, à ce moment-là, va aller exhumer un certain nombre d'auteurs qui sont effectivement connus de quelques spécialistes, mais qui ne sont pas connus d'un lectorat plus large, et Molnier réussit à être publié par des grands éditeurs, Gallimard, etc. Donc il y a, de ce point de vue, une
notoriété et peut-être, j'emploie déjà le mot, peut-être une forme de notabilisation littéraire chez Molnier. Alors il est tout jeune, hein, vous vous rappelez qu'il est né en 1909, il a 30 ans, alors il a 30 ans lorsque la guerre se déclenche, donc on est vraiment avec un homme jeune, mais il n'en demeure pas moins que cette appétence pour les lettres, pour la littérature, est quelque chose chez lui, sans doute d'encore plus structurant que la politique, et surtout la politique au quotidien. Alors vous parliez effectivement de son rapport à la métaphysique, là aussi c'est quelque chose d'absolument essentiel chez lui, et qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long de son itinéraire, parce que la question que pose Molnier, vous parliez de l'inquiétude, oui. La question que pose Molnier, il n'est pas le seul à la poser d'ailleurs, hein, dans ces années 30, c'est la question du rapport à l'homme. Oui. Le premier titre de Molnier, le premier livre que publie Molnier, c'est finalement La crise est dans l'homme. Voilà. Alors la crise est dans l'homme, c'est une série, en réalité c'est une série d'articles, hein, ce n'est pas un essai. Molnier, comme souvent, et c'est ce que faisaient un certain nombre de ces jeunes gens de l'époque, c'est très répandu, reprenaient les articles, les mettaient en gerbe, voilà. Mais dans La crise est dans l'homme, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que Molnier revisite à sa façon toute la question de l'humanisme, et sa défense de l'homme permet à Molnier d'être beaucoup plus distancié des totalitarismes qu'un certain nombre de ses amis qui, eux, vont avaliser, et de quelle façon, fascisme et même national-socialisme pendant la guerre. Et c'est ce rapport à l'homme qui, évidemment, va structurer après la guerre un anticommunisme qui n'est pas seulement, ou qui n'est plus seulement un anti-marxisme, ou un rejet de la révolution communiste des Rouges, etc., mais qui est une forme d'antitotalitarisme où il exprime le refus de voir au fond la machine étatique broyer l'homme, ou la machine organisationnelle broyer l'homme. Et dans La crise et dans l'homme, Molnier réagit à un débat qui est un débat important des années 30, qui est celui du rapport à la machine, à l'organisation scientifique du travail, etc., prôné par un certain nombre d'ingénieurs et de technocrates. Molnier, lui, est très en retrait j'allais dire, de la défense ou même de l'apologie, hein, que font certains, de la machine, du progrès, de la libération qu'elle pourrait proposer à l'homme. Lui, au contraire, il voit une forme d'aliénation. Et ça, de ce point de vue, c'est très important. Oui. On parlait tout à l'heure de la question de l'anticapitalisme. Il y a un élément aussi qui est très important chez Molnier, qu'on retrouve aussi chez des gens de l'ordre nouveau. C'est toute une série de réflexions sur le crédit. Un crédit qui finalement peut être un facteur d'aliénation d'individus qui se retrouvent débiteurs. Oui. Le crédit, la monnaie, le poids du dollar, vous voyez, il y a... C'est très moderne, c'est très contemporain. Tout à fait, mais ça fait partie de ces textes, alors, que l'on peut aujourd'hui retrouver plus difficilement, parce que Molnier n'est plus du tout publié, mais qu'on retrouve au gré d'articles, et où on voit très bien dans quelle mesure, finalement, Molnier appartient bien à ces relèves spiritualistes des années 30. Voilà, ça c'est le mot très important, le mot spiritualiste ou le mot spirituel. C'est aussi sa lecture de Pascal, c'est aussi sa lecture de Dostoïevski, c'est sa lecture aussi plus tardive de Malraux, de la condition humaine. On voit très bien que la crise dans l'homme, donc la condition humaine Malraux, la crise dans l'homme de Molnier, ce qui l'intéresse, c'est précisément ce cœur-là de l'humanité de l'homme, tel qu'on peut le comprendre et tel qu'on peut le maintenir. Alors, vous avez employé le terme essentiel de notabilisation, fût-ce entre guillemets, c'est quand même très important, parce que une grande interrogation, quand on regarde comme ça l'itinéraire de Molnier d'un peu haut, d'un peu loin, nous avons l'insurgé et nous avons le Figaro. C'est-à-dire que nous avons le nationalisme révolutionnaire radical et nous avons la droite des notables, en quelque sorte, la droite ensuite l'Académie française, la droite bourgeoise, l'Académie française qui va ponctuer le tout. Ce ne sont pas les derniers mots de Molnier, on va le voir. Néanmoins, nous avons cet itinéraire-là. Est-ce qu'on peut expliquer cette filiation
uniquement par le prisme de l'anticommunisme, hein, donc l'après-seconde guerre mondiale, Yalta, le partage du monde, Staline, bon, enfin, et ses successeurs évidemment. Donc il faut impérativement se retrouver du côté du camp occidental, quand bien même la critique de la démocratie qu'il a menée a été extrêmement virulente. Est-ce que c'est ce motif-là, est-ce que c'est le motif humaniste, entre guillemets, également, tel que vous l'avez défini, cette interrogation donc sur l'humanité de l'homme, qui explique je ne sais pas si on peut parler de virage, ou en tout cas d'évolution de Thierry Molnier, de notabilisation, de normalisation peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce... Oui, c'est d'ailleurs cette notabilisation, c'est ce qu'un certain nombre de contemporains vont lui reprocher. Hein, Boutan a été très virulent contre Thierry Molnier. Boutan a été virulent. Claude Roy, qui lui vient de la jeune droite et qu'on retrouve ensuite au Parti communiste, a été très virulent contre Molnier. François Santin, etc. On pourrait multiplier les citations mettant en cause Molnier et au fond l'accusant d'une forme de d'une forme de reniement bien sûr, ou à travers une notabilisation finalement d'une marche vers le conformisme. Ouais. Alors, ça m'apparaît, son itinéraire m'apparaît quand même un peu plus complexe que cela. Ouais. D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que cette marche vers une forme de notabilisation, et en particulier ce passage au Figaro, n'attend pas l'après Seconde Guerre mondiale, mais se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il commence à écrire au Figaro, donc avant que le Figaro soit interdit, après l'invasion de la zone dite libre. Donc ça, c'est un premier élément important. Molnier écrit à la fois dans le Figaro et continue à écrire dans l'Action française et dans la Revue universelle, mais ce qui est très intéressant de noter, c'est que pendant la guerre, il écrit de moins en moins d'articles politiques, il écrit de plus en plus d'articles de critique littéraire, et surtout, il ne prend pas du tout de position comparable d'ailleurs à celles qui sont celles de son maître, contre les gaullistes, la France libre, etc. Molnier, qui a été pétainiste en 40, il faut le dire tout à fait clairement, est en train, au fil du temps, de prendre des distances avec la Révolution nationale. Intéressant d'ailleurs, c'est toute l'histoire de la revue Idée pendant la Seconde Guerre mondiale. La revue Idée, c'est la revue dite de la Révolution nationale, où on retrouve toute une série des gens dont nous avons parlé. Simplement, Molnier, alors qu'on y retrouve toute une série de figures de la jeune droite, Molnier n'en fait pas partie. Ouais. En bonne logique, il aurait parfaitement pu être à la tête de cette revue avec les jeunes, Jean-François Gravier, enfin François Gravier à l'époque, le futur auteur de Paris et des airs français, etc. Non, il n'est pas là-dedans, il y a Armand Petitjean, il y a toute une série de gens, mais lui, justement, n'en est pas. Et après la guerre, effectivement, dès la Libération, il va se retrouver donc au Figaro avec Pierre Brisson, mais en publiant d'ailleurs un premier article qui s'appelle Les Réprouvés. Alors là, c'est quand même, de ce point de vue-là, la gauche, le populaire s'insurge en disant mais comment, voilà, vous êtes en train de donner la parole à Molnier. Brisson le met un tout petit peu à l'écart en disant que bon, voilà, il n'a pas publié beaucoup d'articles de ce type. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va s'imposer comme une des plumes effectivement importantes du Figaro. N'oublions pas qu'une des autres grandes plumes du Figaro des années de guerre froide, c'est Raymond Aron. Tout à fait. Et à cet égard, évidemment, voir côte à côte dans le même quotidien Thierry Molnier et Raymond Aron aurait été impensable dans les années 30. Ça l'est pendant les années de guerre froide. Mais là aussi, quand on regarde ce qu'écrit Thierry Molnier, il faut toujours regarder ce que je dis toujours à vos étudiants, il faut voir ce qu'il n'écrit pas. Oui. Et en particulier, par exemple, Thierry Molnier, qui est plutôt partisan de l'Algérie française, n'écrit pas sur le sujet dans le Figaro. C'est Aron qui écrit. Donc, de ce point de vue, il est dans une position, si vous voulez, bien à sa place, mais sur un certain nombre de créneaux qui sont les siens, alors qui tranchent par rapport à ce qu'il était avant la guerre. Il est devenu à ce moment-là plutôt philo-états-unien. Voilà. Lui qui était un anti-américain de choc. Voilà. La guerre froide, évidemment, est passée par là. Oui.
sa défense de l'Occident passe effectivement par la défense d'un camp occidental, ce qu'un Henri Massy refuse d'avaliser. De ce point de vue, il y a tout un débat sur la défense de l'Occident dans les années 50, extrêmement intéressant entre cette vision de type guerre froide et ce que peut écrire Henri Massy, qui lui reste fidèle à son livre de 1927 et qui voit encore dans la défense de l'Occident celle de l'Occident chrétien, d'où son appétence évidemment pour le régime du docteur Salazar au Portugal. Ça, c'est un deuxième élément. Mais ce qui fait quand même j'allais dire, le ciment de tout ce monde, c'est l'anticommunisme, l'antisoviétisme et le rejet du totalitarisme que Molnier partage et qu'il développe, alors là avec force argument, à la fois du point de vue d'un certain nombre d'articles et d'essais, mais aussi à travers un certain nombre de pièces de théâtre, car il est important de souligner à quel point Molnier, dès la guerre, un peu avant la guerre, mais pendant la guerre, quand il va rencontrer Marcel Tassancourt, l'actrice va s'investir et s'investir de plus en plus dans le théâtre. C'est très important. C'est absolument fondamental. Et même dans sa jeunesse, on revient un peu en arrière, mais peu importe, avec Pitoef qu'il allait voir, sûr, enfin, comme Brasillac. C'est une appétence, c'est une passion qui naît très rapidement chez lui et qui perdure, qui se développe. Se développe. Auteur de théâtre. Et qui se développe non pas sur une pièce, mais sur un certain nombre, et dont il est auteur, le profanateur, etc. Donc on retrouve d'ailleurs des thèmes qui sont à la fois des thèmes liés à l'Antiquité, à la tragédie, à la figure de Jeanne d'Arc, mais aussi à tout ce contexte de guerre froide. Donc il y a l'écrasement de l'homme par des régimes totalitaires, etc. On a un théâtre extrêmement contemporain. Grand admirateur de Giraudoux aussi. On n'a pas prononcé son nom, mais c'est important de le... Parce que Molnier s'est aussi préoccupé, soucié de mise en scène. Donc de ce point de vue, le théâtre l'a effectivement considérablement occupé. Et je dirais qu'il y a un genre que Molnier n'a jamais prisé, n'a jamais traité, c'est le roman, de ce point de vue. C'est un essayiste, c'est un dramaturge. Un grand lecteur de poésie. Un grand lecteur de poésie, qui n'est pas poète lui-même, mais qui est un grand lecteur de poésie. Le roman, en revanche, bon, bien sûr, il y a des critiques littéraires, je veux dire, mais à la différence de ses amis comme Brasillac et autres, il n'a jamais écrit de roman pour ce qui le concerne. Et cette question, effectivement, du théâtre, ce rôle d'intellectuel engagé au service de la culture et d'une certaine conception de la culture, lui permet, évidemment, pendant les années d'après-guerre, de jouer un rôle important, y compris avec la jeune génération, qui est celle des hussards, oui. Puisque Molnier a été une des figures de la table ronde naissante, la revue et ensuite la maison d'édition, qu'il a aussi beaucoup participé à toute une série de revues aussi qui reprennent à leur façon l'héritage des années 30, comme la Fédération et toutes les idées fédéralistes. Voilà, il y a de Rougemont en arrière-plan dans les hommes des années 30. On a beaucoup d'éléments, ce qui fait que Molnier, alors à la fois, il est vers une notabilisation, mais il reste aussi fidèle sur un certain nombre de points à ce qu'il a toujours été. Simplement, effectivement, je pense qu'il a perdu toute illusion quant à l'idée de transformer le politique par le biais d'idées radicales. Ça, c'est certain. Et alors, vous avez tout à fait raison, effectivement, de souligner cette fidélité sous-jacente et parfois explicite à l'homme, au jeune homme qu'il a toujours été, par nos irons au petit garçon qu'il a été. Dominique Vénère, dans les années 68 et post-68, va rencontrer Thierry Molnier. Dominique Vénère, bien sûr, Europe Action, l'Algérie, pour une critique positive, donc nous sommes dans le milieu de la droite radicale, et Thierry Molnier lui fait très bon accueil. Les deux hommes vont travailler au sein d'un institut d'études occidentales, c'est important. Molnier, plus tard, va accompagner les travaux du GRES, du groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne d'Alain de Benoît. Il acceptera d'être au comité de parrainage de la revue Nouvelle École. Donc il y a aussi dans toutes les transformations possibles et imaginables, bien entendu, mais il y a aussi cette trame. Il ne renonce pas, il n'abdique pas à des fondements critiques dans son évolution, au sein même de sa notabilisation.
tout à fait. Il y a une fidélité de fond. Ah oui, non mais c'est, si vous voulez, à la fois c'est la notabilisation, mais c'est effectivement aussi la fidélité à un certain nombre de combats. Ouais. Et on va revenir dans un instant sur Dominique Venner, effectivement, mais il y a effectivement tout ce que je disais à propos des hussards, même si parfois ça a été un peu tendu avec des gens de la Parisienne, etc. Il y a effectivement la poursuite chez Maulnier d'un certain nombre d'engagements. Il reste fidèle à l'admiration qu'il a pour la Grèce. C'est le célèbre livre « Cette Grèce où nous sommes nés ». Oui. Je dirais que là où il est sans doute le plus en rupture, c'est avec des gens d'Action française, que ce soit les Boutangiens ou que ce soit l'Action française Canal historique. Là, de ce point de vue-là, il est quand même très en retrait. Mais vous parliez effectivement de l'Institut d'études occidentales. C'est lui qui s'occupe, avec donc Dominique Venner, mais aussi Jean-Claude Bardet, d'une revue qui s'appelle Cité Liberté. Oui. Ils vont publier un certain nombre de colloques en faisant venir toute une série d'intellectuels, et c'est Nouvelle École dont vous parliez, et puis c'est aussi les essais de Thierry Maulnier pendant les années 70, et sans doute un des derniers les plus intéressants, Les Vaches Sacrées, voilà. Sous-titré, enfin avec la bande sur le livre, oui. L'Occident a aussi les siennes. Donc de ce point de vue, Thierry Maulnier n'est pas quelqu'un qui s'est notabilisé, mais ce n'est pas non plus un renégat, ce n'est pas quelqu'un qui a oublié d'où il venait. Simplement, je pense qu'il y a chez lui une forme de lucidité, on ne saurait le blâmer, pour au fond considérer que nous ne sommes plus dans les années 70 comme on pouvait l'être dans la France des années 30. Et là aussi, par rapport à la question de l'antisémitisme, il a aussi évolué. Voilà, il y a toute une série d'éléments qui font que on est en présence d'un personnage qui, effectivement, entre 1909 et 1988, tout en étant, à bien des égards, le même, bien sûr, en même temps, a été amené à prendre des positions, disons, plus nuancées, évolutives. C'est quelqu'un qui, au fil de sa vie, a été amené à découvrir un certain nombre de choses. Et on a même, d'ailleurs, chez Maulnier, c'est assez intéressant à observer, d'ailleurs, quand on regarde ces textes de l'après-Seconde Guerre mondiale, on arrive même à y trouver un certain nombre de contradictions dans des prises de position. Ce qui, évidemment, aurait été plus difficile si on pense à son maître Charles Maurras. Bien sûr. Olivier Dard, merci beaucoup pour cette intervention fervente et évidemment très informée et très précise autour de Thierry Maulnier. J'espère que nous vous aurons donné le goût de découvrir, si vous ne le connaissez pas naturellement, cet écrivain de très grand talent, cet esprit inquiet, cet esprit lucide, réaliste, vous le disiez, Olivier Dard, qui a traversé les chaos, les sursauts du XXe siècle en gardant sa lucidité, son ouverture d'esprit et sa hauteur. Je crois que l'on peut dire également une certaine forme de noblesse. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle émission des Idées à l'endroit sur TV Liberté. Merci.